Merci donc au département d'organiser l'événement et cette rencontre. Vite fait, Véro Cazot, tu es scénariste de BD. Oui. Ça va, je me suis trompé. Je me trompe pas. Tu as eu le prix Pélifina qui a été à Bourgeois pour Petit Boub, avec Julie Rocheteau. C'est vrai. Et Cathy Bord, donc tu es illustratrice et dessinatrice de BD. Oui. Et aussi scénariste de BD. Pour mes propres scénarios. Tu fais tout toute seule comme une grande. Voilà. C'est bien. Première question assez simple, c'est votre parcours. Et votre parcours qui vous a mené à la bande dessinée. Intervient qui veut au moment où il veut. Mon parcours, il est un peu rapidement, alors parce que sinon on n'aura pas le temps de parler d'adaptation. Après avoir fait un métier complètement différent, j'ai repris mes études à partir de 25 ans et j'ai fait une formation de scénariste dans une école d'audiovisuel. Donc, au départ, j'ai vraiment appris l'écriture de scénarios de fiction, audiovisuel et cinéma. Et ensuite, je me suis dirigée, au bout de quelques années, j'étais pas très à l'aise dans l'écriture pour le cinéma et la série, parce qu'il y avait à chaque fois très peu de chances que les projets se concrétisent, et moi j'avais besoin de concret. Et pour moi, la BD, ça a été vraiment la révélation et le moyen de concrétiser mes histoires exactement comme j'avais envie de le faire, aussi, avec beaucoup plus de liberté. Donc ça fait maintenant à peu près 11-12 ans que j'écris de la bande dessinée. Alors moi c'est un petit peu, j'ai un parcours aussi éclectique. J'ai toujours eu envie de travailler dans le livre, donc j'ai commencé par travailler en librairie. Ensuite je suis passée dans une maison d'édition, je suis devenue manutentionnaire. Chez Delcourt, c'est ça? Puis assistante d'édition, enfin oui c'est ça, puis je suis passée à l'accueil un peu, puis assistante d'édition et puis enfin autrice de bande dessinée sur le tard aussi, il y a une 12-15 ans bien. Et donc du coup c'est en parallèle de tes activités chez Delcourt, un peu que tu as commencé? Oui, j'ai été repérée parce que j'ai fait un blog en fait. À force d'être entre de BD, j'ai eu envie de dessiner un petit peu comme ça pour mon plaisir. J'ai fait un blog, ce blog a été repéré et c'est revenu aux oreilles de mon poste de l'époque qui Delcourt. Pourquoi il faut être au bon moment? Ouais, c'est ça. Pourquoi donc, Cathy, tu adaptes le roman de Martin Page, Le Jacques des Inadaptés, et le Véro, c'est le Pal des Folles, je crois que c'est ça, le Pal des Folles de Victoria Mass. Pourquoi vous avez choisi d'adapter les romans que vous avez adaptés? Alors, en fait, c'est moi. Moi, c'est vrai que c'est toujours un choix en fait. J'ai d'abord adapté la série 4 Sœurs chez Sèvres de Malika Ferdouk. J'ai commencé il y a un petit peu plus de 10 ans à adapter cette série, c'est parce que j'ai lu les romans, et pour le Club des Inadaptés c'est pareil, et c'est des romans qui me parlent en fait, qui restent longtemps, et à un moment je me dis, s'ils me traînent toujours autant dans la tête, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à en faire, et donc voilà, c'est toujours une impulsion. Et c'est un roman sur lequel tu es tombé, qu'on t'a conseillé? Le roman qu'on te l'a conseillé, c'est toi qui es tombé dessus totalement par hasard? Non, c'est moi en fait. Ouais. Qui tombe dessus, ou alors à l'époque c'est moi qui l'ai conseillé parce que j'étais libraire. Et voilà, c'est vraiment, il faut qu'au départ l'idée vienne de moi et que ce soit quelque chose que j'ai profondément aimé. Alors moi, j'avais un a priori, enfin c'est pas que j'avais un a priori négatif sur l'adaptation, mais en tout cas, j'avais pas du tout envie de faire l'adaptation. C'est un éditeur qui m'a contacté, enfin, j'ai croisé un éditeur à Angoulême qui m'a dit j'aimerais vraiment que tu lises ce roman, j'ai pensé à toi, j'aimerais vraiment que tu l'adaptes. Je lui ai dit qu'il y avait vraiment très peu de chances pour que je le fasse alors que j'avais besoin de bosser, mais vraiment je préfère écrire mes propres histoires, les imaginer, etc. jusqu'au bout. Mais voilà, j'ai un petit peu traîné pour lire le roman, et au final, quand j'ai commencé à le lire, il a un petit peu insisté, et j'ai tout de suite compris pourquoi, en fait, ça m'a pas paru artificiel qu'il me le propose, et j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose en plus à faire, enfin quelque chose à donner dans le format BD, et pas faire seulement un roman illustré, qui ne nécessite pas vraiment de scénariste à ce moment-là. Donc il y a quelque chose du roman qui t'a touché alors? Il y a vraiment quelque chose du roman, oui, qui m'a touché et qui était
super inspirant pour le format BD. D'accord. Concrètement, pour revenir à l'adaptation, comment on arrive à décomposer le travail d'adaptation? Comment est-ce qu'on part du roman et puis comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous prenez des notes, vous avez un schéma au fur et à mesure que vous le lisez, vous avez des idées de planches, de mise en scène? Parce que il y a beaucoup de matière dans un roman. Oui, après, le roman du Bal des Folles, il était très visuel, assez cinématographique, et tout de suite des images viennent. Ensuite, évidemment, en fait, il y a beaucoup, c'est l'adaptation en BD, ou peut-être même en film d'ailleurs, c'est juste une série de choix à faire. Page après page, il faut faire des choix, savoir ce qui est important, ce qu'on veut faire ressortir du roman, et comment travailler cette matière, cette histoire. Toi, du coup, Cathy, comment tu as procédé? Alors moi, c'est marrant, c'est que j'ai pas l'impression de faire des choix pour ma part, c'est que j'ai l'impression de toute manière, quand j'ai lu et relu et digéré le roman, j'ai comme le film en tête, je sais, j'ai les images, voilà. Donc j'ai tout ça en visuel. Et ensuite, moi, mon vrai travail, le travail qui va être important pour moi, c'est d'arriver à garder la langue, parce que j'adore la littérature. Je suis quelqu'un qui lit très peu de bande dessinée, qui lit énormément de livres. Et en fait, pour chacun des deux auteurs que j'ai adaptés, j'ai vraiment essayé de garder ce qui est particulier dans leur écriture. Donc par exemple, Malika Ferjouk, elle écrit d'une façon qui est très sensuelle. Elle parle beaucoup des odeurs, même les couleurs. Les couleurs, elle ne va jamais dire un canapé orange, elle va dire un canapé citrouille. Les yeux, ils vont être châtaignes. Donc c'est très visuel en fait. Donc voilà, c'est visuel et puis on a envie de sentir les odeurs, les goûts. Il y a aussi, c'est assez gourmand aussi. Et sa langue est très gourmande et j'avais envie de retranscrire ça dans mes images. Et alors à l'inverse, Martin Page, il a une écriture qui est beaucoup plus sèche et qui a un côté un peu doux amer, un peu désespéré. Il a une écriture assez désespérée. Et j'avais aussi envie, alors là je ne l'ai pas retranscrit visuellement, mais j'ai vraiment essayé dans mes textes de retranscrire, même si je n'ai pas forcément réécrit, gardé les passages écrits un peu du texte original, mais j'ai essayé les moments où je l'ai réécrit de garder cette musique particulière un petit peu désespérée du texte de mon page. D'accord. Le rôle un truc à ajouter? Oui, moi j'ai l'impression de faire l'inverse, effectivement. C'est important pour moi de donner un autre ton en fait. Alors évidemment, on apporte tous un regard différent dès qu'on adapte, dès qu'on donne notre vision d'une histoire, mais je me suis plus attachée à l'histoire et moins à l'écriture de la romancière. Et c'était important pour moi je crois que j'ai lu le roman 2 ou 3 fois aussi, mais ensuite je ne l'ai plus du tout consulté et j'ai inventé les détaché justement voilà. pour revenir du... Tout à fait, ouais. C'est quand même important aussi d'avoir à la fois une forme de détachement mais aussi une forme de respect de l'œuvre originale. Il y a énormément de façons d'adapter en fait. Moi j'ai aussi des enjeux différents, c'est-à-dire que les romans de Malika Ferjouk, c'est des romans moi j'ai commencé à les adapter peut-être 6-7 ans après leur sortie, ils étaient déjà cultes. C'est-à-dire qu'il y a déjà toute une nuée à l'époque, il y avait déjà toute une nuée de jeunes femmes qui étaient tombées dedans et qui en parlaient avec des étoiles dans les yeux, etc. Donc je ne pouvais absolument pas me permettre de trahir. Et j'avais envie de rester, mais vraiment au plus près de ce qu'elle racontait pour comment dire, c'était pas pour faire plaisir, mais c'était vraiment pour elle, et puis pour garder le plaisir, comment dire, pour faire un complément au roman. Et donc ça, c'était une façon d'adapter qui était exprès très proche. Alors que pour le livre de Martin Page, j'ai changé beaucoup de choses et là, c'était vraiment une volonté de ma part. Le livre avait, je ne dis pas qu'il n'a pas eu de succès, mais il a été plus confidentiel. Donc je savais que j'avais pas un public comme ça qui attendait désespérément. Et donc
donc je me suis permis, ça donne beaucoup plus de liberté en changeant le sexe des personnages, par exemple. Et dans la lecture du livre, est-ce qu'il y a des passages que vous avez transformés, des passages qui sont de la description pure, que vous avez transformés vous en dialogue ou en action, et inversement, là vous êtes autorisé certaines libertés? Oui, c'est toujours le problème quand on adapte un roman, soit on passe par une voix off, une voix de narrateur, soit on essaye de trouver d'autres solutions. Et là, pour le cas du Bal des Folles, ce qui était intéressant, c'est que toutes les pensées de l'héroïne, j'ai pu m'aider, comme c'est une histoire d'un personnage qui voit des esprits, qui communique avec des personnes mortes, j'ai eu envie de plus utiliser, justement, d'inventer des scènes avec ces esprits pour faire passer des informations qui étaient de simples pensées ou de simples intentions dans le roman. Pour que ce soit plus dynamique, plus... Absolument, oui. Justement, pour pas juste avoir des bulles de pensée, ah tiens, je vais faire ci ou j'ai pour intention de faire ça. En fait, c'était un super outil pour, un super outil pour moi d'utiliser le jeu des esprits pour faire passer des informations. Comment on décide, est-ce que vous avez décidé de la forme qu'aura votre adaptation en BD? Est-ce que vous êtes évidemment parti sur la BD jeunesse? Est-ce que vous avez voulu impérativement faire un roman graphique? Vous avez eu une liberté là-dessus, ou c'est l'éditeur qui vous a un petit peu imposé certaines choses? Moi, pour moi, comme je fais tout en fait, j'avais la liberté de choisir effectivement le format. C'est-à-dire que j'ai juste dit, celui-là, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus petit. J'avais envie. Alors là, l'idée c'était de faire. En fait, j'ai beaucoup pensé à une série qu'on a regardée avec mes enfants, qui est très connue, Stranger Things. Et je pensais beaucoup à toute cette imagerie américaine des années 80, etc. quand j'ai fait l'album. Et j'avais envie de garder une sorte de format un peu comics. J'ai travaillé mon trait aussi. Plus précis, un petit peu plus comics aussi. J'avais envie de travailler comme ça, en lui donnant une petite tonalité années 80, un petit peu américaine, mais évidemment ça se passe dans la banlieue parisienne. Mais voilà, quelque chose de plus proche des comics. Et est-ce que le format est justement plus adapté à un public jeunesse? Alors voilà, de toute manière, moi je aussi avec ça, je pense. Ouais, on travaillait, le but c'était de faire un album jeunesse à la base. C'est un roman jeunesse, c'est un album jeunesse, et donc ça me paraissait bien pour une fois de faire un album plus petit que ce que je fais d'habitude, et un petit peu différent justement. J'avais envie que ce livre soit un petit peu différent. Et qu'il soit plus accessible aussi au public visé. Oui, puis aussi, voilà, je sais pas, brillant, un petit peu plus clinquant, voilà, que ce que j'avais envie de faire, mais je voulais qu'il attire un peu plus l'œil. Pour ce livre, d'habitude, je choisis vraiment les dessinateurs ou les dessinatrices avec qui je travaille. Là, on m'a proposé plusieurs dessinatrices. On a fait des tests très différents avec trois personnes. Et à la fin, on a retenu 2 personnes. C'est la romancière qui a choisi, elle, la dessinatrice. Parce que voilà, elle avait. Et je crois que l'éditeur croyait aussi beaucoup en cette forme-là. Voilà. Moi, j'étais partagée. Il y avait vraiment. J'ai fait un autre test avec une dessinatrice dans un style vraiment différent, beaucoup plus audacieux, mais qui aurait peut-être été. Un peu difficile. Voilà. Et puis la difficulté, c'est que là, j'ai travaillé avec une dessinatrice qui ne parlait pas du tout français. Moi, j'ai besoin d'énormément d'échanges avec mes partenaires. Et là, ça a ajouté une contrainte. Après, c'est bien, ça a été super formateur. J'ai vraiment énormément appris sur ce travail. Progressé en italien du coup? Non. Non, j'ai progressé en storyboard, mais
en dessin un peu, du coup, parce qu'on a beaucoup communiqué par dessin. Du coup, c'est toi qui lui faisais un de storyboard? Non, mais on faisait des échanges, enfin en tout cas des rebonds. Quand le storyboard était un petit peu à côté de ce qu'il fallait, enfin en tout cas pour comprendre l'histoire, à côté de ce que j'imaginais, on a eu des échanges par dessin parce que vraiment on avait du mal à communiquer autrement. Cathy, comme on l'a dit, tu es ancienne libraire, tu as gravi toutes les étapes de chez Delcourt, qui est directrice. Est-ce que cette expérience, ça t'a permis, ça t'a donné de l'aisance pour cibler ton public? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai vraiment une bonne connaissance du public de la librairie. Effectivement, je sais à qui je m'adresse. Mais je suis pas sûre que dans que c'est pour cibler le public que ça a été le plus utile en fait, cette expérience. C'est peut-être dans les relations avec l'éditeur ou sur le... Voilà, c'est connaître à fond la chaîne du livre. Et ça c'est vrai que c'est bien quand on connaît à fond la chaîne du livre, quand on sait ce qui a été, comment ça se passe, quand on est en dialogue avec un éditeur, on sait on sait exactement ce qui se passe, qui touche quoi, etc. Alors vas-y, développe, parce que le néophyte que je suis, il y a des choses forcément qui m'échappent. Donc concrètement, qu'est-ce que tu as pu... Concrètement, je ne sais pas, quand on négocie un contrat, on connaît les enjeux, on sait combien le libraire va avoir dessus, on sait quelle part financière chaque acteur va avoir. Se permettre de faire bouger un peu le curseur, etc. C'est plus une... c'est de ça, là, on parle d'économie, on parle d'argent, mais c'est vraiment ça que on va dire, mon expérience de libraire m'aide dans mon travail, c'est de connaître un petit peu toutes les ficelles de l'économie du livre. Et aussi d'ailleurs mon expérience dans l'édition, est-ce que je connais toutes les facettes de la chaîne du livre? Ce qui est pas négligeable. Dans les romans que vous avez adaptés, quelle part de vous-même vous retrouvez dans ces romans? Qu'est-ce que ça a fait écho en vous pour que vous adaptiez ce roman et pas la nôtre? On a un peu brièvement abordé avec toi, Véro, mais entrons un peu plus dans le vif du sujet. Je crois que ce qui m'a le plus attiré, c'est... Parce que donc là, c'est un personnage qui communique avec les fantômes. Oui, alors entre autres, c'est l'histoire d'une fille qui va... être internée assez injustement par son père parce qu'elle voit des esprits, elle communique avec son grand-père et avec d'autres esprits. Et donc elle va être conduite à l'hôpital de la Salpêtrière à la fin du 19e siècle, au moment où les femmes n'ont pas trop leur mot à dire et où on est interné assez facilement. Il suffit d'une signature d'un ou deux hommes et puis voilà, c'est fait. Donc voilà, alors évidemment, il y a deux choses qui m'ont attirée. C'est vraiment une histoire de sororité, de solidarité féminine et tout ça. Le contexte, les hommes sont très puissants, ils ont les pleins pouvoirs et en même temps, dans cette histoire, ils sont complètement en arrière-plan, on les voit à peine. Et ce sont les femmes qui vont s'entraider pour s'en sortir. Ça me plaisait beaucoup. C'est un thème bien sûr qui me touche, mais surtout il y avait beaucoup de possibilités de parler de... Moi j'aime beaucoup raconter des histoires de mondes parallèles, de plein de manières différentes, et en fait la folie, l'internement, c'est une forme de monde parallèle, les esprits aussi, et il y avait plein de façons de montrer des choses invisibles, ou en tout cas invisibilisées, et ça me plaisait bien. Toi, dans ton livre, c'est un groupe de collégiens dont l'un est agressé, un groupe un petit peu en marge. Est-ce que ce roman a trouvé un écho en toi? Alors oui, en fait, si j'ai choisi d'adapter, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il me parle à l'adolescente que j'ai pu être, qui n'était pas particulièrement harcelée, mais qui était loin d'être parmi les populaires. Et je le vivais plutôt bien d'ailleurs. Peut-être à l'écart? Oui, je ne veux pas non plus à rechercher la compagnie des autres. On était
quelques-uns comme ça un petit peu à l'écart, et un peu comme sur le club des inadaptés, là on vivait plutôt bien. Mais je trouve, alors je ne veux pas spoiler, mais je trouve que la morale de l'histoire est assez chouette parce que en gros c'est vraiment à la fin le père qui va dire à Martin, le héros, mais en fait c'est pas les adolescents les plus populaires qui deviennent les adultes les plus intéressants. Et moi, cette phrase quand je l'ai lue, elle m'a collé la chair de poule et je me suis dit peut-être que j'aurais bien aimé qu'on dise ça. C'est une revanche un petit peu sur c'est une revanche peut-être un petit peu. C'est un peu ça. Déjà quand on est à l'écart au collège, c'est peut-être un mal pour un bien, même si sur le moment ça doit être un peu compliqué de mettre la star au collège. Est-ce que vous avez eu des contacts, des relations avec les auteurs des romans originaux? Si oui, dans quelle proportion? Oui, j'en ai eu un petit peu au début. Je lui ai exposé clairement ce que j'avais envie de faire. Enfin, clairement, oui, dans les grandes lignes. J'ai voulu écrire 2 pages sur mes intentions, ce que j'avais envie de faire de son roman, ce qui me plaisait dans ce qu'elle a écrit, ce que j'allais peut-être mettre un peu de côté, comment j'allais faire ça, pour avoir son autorisation déjà. Donc, on a dû se parler 1 ou 2 fois au téléphone. Je lui ai montré aussi les premières recherches. Je lui ai envoyé de temps en temps des pages qui me plaisaient pour la tenir au courant des choses, mais elle nous a laissé à partir du moment où elle nous a donné son accord, elle nous a laissé une totale liberté et on a eu un contact à la fin quand elle a lu le résultat final et juste avant impression, quoi, elle a dû nous faire 2-3 remarques sur des choses. Je sais pas, une bulle où on s'était trompé, enfin vraiment rien du tout en fait, et elle était juste ravie. Et tu as dû te documenter? Parce que le tien se situe à une époque assez particulière. Énormément, ouais. Ça c'est aussi un travail que nous, là, comme lecteurs, on ne se dit pas forcément. Ça peut être, enfin, c'est un travail à la fois de scénariste et de dessinateur. Là, il se trouve que comme Ariana Melon était en Italie, ne connaissait pas du tout l'histoire et je me suis vraiment chargée en fait de la documentation. Je suis aussi allée faire plein de photos à la Salpêtrière pour avoir des plans en m'imaginant que c'était 100 ans plus tôt, mais pour quand même avoir des photos un peu plus... c'est difficile d'en trouver sur internet, enfin on voit toujours la même chose, le plan de face de l'hôpital, et on voit très peu de... C'est ça, exactement. Donc je lui ai envoyé ça, et puis surtout des costumes d'époque, à quoi peut ressembler une infirmière de 1885, etc. Voilà, plein de choses, les quartiers de Paris aussi, à quoi ressemblait-il à cette époque-là. Je lui ai envoyé tout ça, puisqu'elle ne connaissait pas Paris, elle ne connaissait rien. Voilà. Et toi, Cathy, quel travail de documentation tu as dû faire? Parce que toi, ça serait à notre époque, mais est-ce qu'il y a un travail de recherche que tu as dû faire? Oui, je travaille énormément sur les recherches. Alors par contre, je ne pourrais pas du tout, et je vois bien que ça m'est arrivé d'illustrer des choses qui se passaient autrefois. Je suis beaucoup trop perfectionniste pour pouvoir faire ça, parce qu'on m'envoyait des photos par exemple de l'opéra. J'illustrais une série de romans qui se passaient sur la vie d'Anna Pavlova jeune, et je pouvais rester bloquée des jours parce que j'avais pas telle salle à l'intérieur, telle fauteuil, telle salle à l'intérieur. Donc voilà, c'est impossible. Et en revanche, pour chaque album, je fais des espèces de boards Pinterest avec des influences. C'est-à-dire que là, chaque enfant, chaque adolescent était habillé d'une certaine manière, donc j'avais une espèce de bureau de style, en fait, des tableaux entiers de vêtements pour Edwige, pour Erwan, pour chacun en fait. Je me balade beaucoup dans Google Street View aussi, ça c'est quelque chose que je fais énormément. Quand je décide, là j'ai situé l'action vers Chaville, en gros, vers les bois de Chaville en région parisienne, et je me suis promenée dans plein de rues et dans le coin pour essayer de trouver, même si je dessine pas une rue en particulier, mais j'avais envie de montrer une ambiance. Donc je suis hyper pointilleuse sur plein de choses comme ça, c'est pour ça que j'arriverai pas du tout à faire une BD historique par exemple, parce que je pense que je passerai beaucoup trop de temps.
trouver des informations. Cathy, toi tu dessines et tu scénarises. Quel est le bon côté, mais aussi quelles sont les limites de travailler seul? Je pense que travailler à deux, on permet d'avoir un échange et de remettre une partie en question. Quand on est seul, est-ce que c'est difficile d'avoir un détachement? On n'est jamais seul. Enfin, moi je suis jamais seule parce que j'ai la chance d'avoir des éditrices qui sont en or, et donc les échanges ils se font avec les éditrices en fait, enfin avec mes éditrices. Et c'est vrai que quelquefois, quand le fait de travailler seul, c'est vrai qu'on peut se laisser emporter par son enthousiasme. Et voilà, il y a quelques temps, pas sur celui-là, mais sur un autre album, je suis partie sur une scène de 30 pages peut-être, ou quelque chose comme ça. J'étais contente, j'ai bossé. Et puis au final, au bout d'un moment, l'électrice était un peu embêtée, mais elle me dit, tu sais, je crois que ça va pas en fait là. Et je crois qu'on n'a pas besoin de tout ça. C'était trop long. Voilà, c'était trop long, on s'ennuyait. Et rétrospectivement, ah oui, et c'est vrai. Mais c'est ce regard-là, moi, dont j'ai énormément besoin. Je trouve que c'est super de travailler, surtout voilà, quand on travaille tout seul, d'avoir quelqu'un qui va vraiment suivre le travail et dire ça va pas. Donc voilà, finalement, j'ai pas le sentiment, même si là, pour le coup, j'ai très peu travaillé avec Martin Page qui m'a dit fais-en ce que tu veux, mais c'est pas à lui que je montrais mon travail, c'était vraiment à mon éditrice Charlotte Moury chez Lexem qui me faisait ce boulot-là et qui m'a beaucoup aidé aussi. Qui avait un regard objectif sur ce qui marchait pas, ce qui devait être amélioré. Oui. Et qui aide aussi quand on est coincé en fait. Peut-être tu devrais partir dans cette direction. Ce qui t'arrive? Ça m'est arrivé à plusieurs moments, peut-être pas avec ça, je me souviens plus des inadaptés, mais ça arrive. Dans une impasse. Et toi, avec Chaldin Michel? Oui. Quelle relation tu as eu avec l'éditeur ou les éditeurs? C'est pareil, j'ai eu un bon regard extérieur de la part de Martin Zeller. C'était important aussi parce qu'on a travaillé assez rapidement et c'est toujours bien de toute façon, même quand on a un échange important à deux entre dessinateurs et auteurs, d'avoir le regard du lecteur, l'éditeur est notre premier lecteur finalement, et c'est riche, et intéressant d'avoir son retour et son ressenti là-dessus. Donc il a été assez, bienveillant. Voilà, hyper bienveillant, mais il a mis le doigt parfois sur certains points qui pouvaient être resserrés ou précisés par un dialogue supplémentaire, parce que une fois que le dessin est fait, on voit parfois, on enlève un dialogue parce qu'il ne sert plus à rien, et parfois on en ajoute un au contraire parce que l'idée n'est pas complètement encore comprise. Ça permet de préciser une pensée ou un dialogue. Exactement, ouais. Donc voilà, quelquefois il m'a plutôt demandé d'ajouter un dialogue, des choses comme ça. D'accord. Le bal des folles a été ensuite adapté par Mélanie Laurent. Ouais. Pour Amazon. Comment ça s'est passé? T'as été au courant du... basé sur le roman ou sur ta... Non, oui, ils se sont basés sur le roman. En fait, on a travaillé complètement en parallèle, on ne se connaît pas du tout, c'était vraiment deux projets très différents. Et on a, je crois, commencé l'écriture quasiment en même temps. En fait, ça s'est fait, ouais. Mais en revanche, la romancière qui avait lu le projet, les deux projets, les deux intentions, etc., m'avait dit que c'était super intéressant de voir à quel point c'était différent. Exactement, à partir de son roman, qui était une autre base de travail, on a fait des choix et des interprétations. Alors évidemment, ça reste la même histoire et on comprend la même chose. Voilà. Mais sous une forme, un ton et une ambiance très différente et avec des choix différents. C'est chouette, c'est vraiment... sinon, quoi ça sert? C'est pas un copier-coller. Oui, le roman existe, il est super, il est très bien, et voilà. Mais apporter à chaque fois un petit regard en plus, des formes de dialogue. C'est
est-ce que le cinéma permet d'avoir à chaque fois peut-être une dynamique ou un angle de vue que la bande dessinée ne permet pas? C'est ça aussi, effectivement, chaque support a ses avantages et ses contraintes, et c'est bien de se servir de ses matériaux. Et justement, par exemple, sur les esprits, moi j'ai choisi de montrer les esprits pour être du côté de l'héroïne, pour la croire en fait, pour que le lecteur soit témoin et se dise elle est vraiment injustement internée, puisqu'elle voit réellement ce que nous voyons. Dans le film, ils ne sont pas montrés, et donc le doute qu'elle soit un petit peu dérangée est beaucoup plus fort. Et voilà, la sensation et le suivi de ce personnage est très différent du coup. Étrange. Ouais. Il faudra que je le voie. Toi, Cathy, avec le cinéma, est-ce que tu aurais des entrées? Est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un scénario pour le cinéma? Ou c'est une difficulté? Alors, moi j'adorerais écrire pour le cinéma, c'est sûr. Enfin, j'adorerais que mes albums soient adaptés au cinéma. Mes albums qui ne sont pas des adaptations, justement. Les albums que j'ai écrits moi-même. Après, par exemple, j'aimerais bien aussi voir adapter le Club des Inadaptés, donc cette version-là au cinéma. Le fait d'avoir changé, parce que c'est vrai que par rapport au roman original, j'ai changé le genre des personnages et il y a une esthétique en fait aussi que j'aimerais bien voir. Mais à partir de ce moment-là, je me demande, il y a quelque chose de bizarre dans la mesure où si on adapte soi-même en bande dessinée, la personne qui a envie d'adapter au cinéma, est-ce qu'elle va adapter la bande dessinée ou est-ce que... Bon, c'est un peu flou tout ça. Ça reste un petit peu flou, je sais pas. Après, c'est peut-être un peu difficile de se détacher de son propre projet pour le transformer et d'en faire quelque chose pour l'audiovisuel. C'est dans d'autres contraintes, d'autres choix. Oui, je pense que même quand on sait les faire, techniquement, etc., ça doit être... s'adapter soi-même, ça doit être très particulier. Ça, je n'ai jamais fait encore. Ça impose d'abandonner certaines parties pour en développer d'autres. C'est sûr, oui. Mais après, ça peut être pris comme un jeu et justement, parfois, quelques années après avoir écrit un livre, on se dit oh, c'est dommage, ça aurait été super à faire, tout ça. Et du coup, s'adapter soi-même, finalement, on peut utiliser d'autres idées, transformer parfois même la fin ou certains personnages, pourquoi pas. Le genre de l'adaptation de romans de bande dessinée, c'est un courant qui se développe de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez absolument faire ou soit vous êtes tombé un petit peu par hasard dessus? Est-ce que vous en ferez d'autres? Alors moi c'est pas un effet de mode pour le coup puisque toi, c'était un choix. Quand j'ai commencé à adapter, ça n'existait quasiment pas. 4 sœurs, le premier il a dû sortir en 2010 ou 2011 peut-être. Et à ce moment-là, c'était pas du tout développé. Je crois qu'en gros, il y avait chez Delcourt, il y avait quelques classiques. À l'époque, ils avaient dû adapter quelques classiques, Sans famille, je crois, quelque chose comme ça. Mais je sais pas, c'était juste voilà, une envie, j'avais vraiment envie de raconter une belle histoire. Et je me suis dit, mais en fait, l'histoire que j'ai envie de raconter, elle existe déjà. Et tout y avait vraiment ce genre d'histoire qui m'avait paillé dans les yeux. Et voilà, elle existait, donc autant le faire. Mais c'était pas au départ c'était pas, comment dire, j'ai trouvé le filon, je vais faire ça. Je pensais d'ailleurs que j'en aurais pour 2 ans, au final j'en ai eu pour 10 ans. Adapter les catégories. Mais bon. Et maintenant, c'est vrai qu'on me propose, mon éditrice me propose d'autres adaptations. Mais il faut que ça vienne de moi. Alors justement, parce que c'est en vogue, du coup, tu prends le contre-pied. Je trouve que c'est tellement de boulot que si c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, moi je ne peux pas m'investir 2 ans, par exemple. Un album, ça me prend entre 1 et 2 ans, et je ne peux pas m'investir entre 1 et 2 ans sur quelque chose qui ne sort pas de mes tripes vraiment. Donc là, pour toutes les deux, on a l'inverse d'un travail de commande. C'est pas du tout un... Ah oui, l'inverse, vraiment. Je suis complètement d'accord avec Cathy. Et c'est vrai que souvent l'adaptation en BD est peut-être considérée comme une forme de produit, parfois même peut-être un peu dénigrée par certains libraires, mis un peu de côté comme ça. Et en fait, je trouve ça très dommage
En particulier depuis que j'ai fait cette expérience, moi aussi je me suis dit super, ça va être un peu les vacances, l'histoire elle existe, ça va être trop facile. Vraiment, je vais mettre beaucoup moins de temps que d'habitude à écrire. Et en fait, ça a été encore, en tout cas au moins aussi difficile, voire un peu plus. C'est un casse-tête différent et ça m'a pris autant de temps et autant d'énergie de le faire, alors que l'histoire existe. Et c'est là qu'on voit que c'est un vrai travail en fait, c'est un vrai travail d'écriture, un vrai travail d'adaptation. Et c'est dommage de le prendre comme un simple produit. Alors parfois c'est le cas, c'est vrai, parfois c'est un coup comme ça, et puis, mais en fait, c'est, pour moi je le considère vraiment comme une histoire personnelle aussi, au même titre que mes autres livres. Et je ne dis pas que j'en ferai pas d'autres du coup, juste il faudrait qu'un autre livre m'inspire autant en fait. Parce que, à parler avec des auteurs, les auteurs qui créent des personnages, à un moment les libèrent et ils suivent un peu le chemin. Et d'adapter, ça vous oblige à être dans des rails, et c'est peut-être difficile, vous n'avez peut-être pas énormément de liberté pour faire évoluer vos personnages. Ça vous avez dans ça commence. Oui, ça ajoute quelques contraintes supplémentaires. Ça ajoute des contraintes. On sait où on va aussi. Et c'est vrai que c'est ça aussi, c'est que quand on écrit, enfin je sais pas toi, mais moi et c'est un truc que je dis beaucoup et que je dis à mes étudiants, c'est qu'à partir du moment où il y a un personnage qui est bien construit, on suit notre personnage. C'est lui qui nous emmène. Et souvent les auteurs sont prisonniers un peu de leur personnage. Absolument. Alors que là, bon, on va suivre le personnage de quelqu'un d'autre. On sait exactement où ça va parce qu'on a déjà lu l'histoire, on connaît la fin. À moins de changer la fin, bon, on a moins de surprises parce que clairement, moi, j'ai des surprises à chaque fois que j'écris quelque chose. Je me dis, mais l'histoire qui va dans ce sens-là, alors que j'avais pas du tout envisagé ça. Et c'est marrant. Bon, voilà, donc en adaptation, on a moins cette surprise-là. Mais il n'empêche qu'on peut se permettre d'être aussi ému et bouleversé par les personnages. Parce que malgré tout, je sais pas, on les fait vivre d'une certaine manière. Et si on s'y prend bien, ils peuvent aussi quand même en tout cas nous entraîner. Ouais. Après tu as un train à prendre, donc je ne vais pas te mettre en retard. Sur quoi vous travaillez ensuite? Moi en ce moment je travaille, je termine le tome 4 de ma série tout public Olive chez Dupuis. Je travaille en parallèle depuis 1 an sur un autre gros, ce qu'on appelle roman graphique, one shot, avec une dessinatrice qui s'appelle Anaïs Bernabé, qui fait un super travail sur ce projet. C'est une histoire, en quelques mots, une double histoire d'amour entre réalité virtuelle et monde physique. C'est une histoire, l'histoire d'une femme qui va être autant amoureuse de 2 hommes dans un monde et dans l'autre. Ça sortirait ou ça sortira chez qui? Dans si longtemps. Dans 2 ans au moins. L'éditeur est sur le site. Si, on est chez Air Libre Dupuis. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, mais c'est une dessinatrice qui travaille aussi sur une série en parallèle. Et donc on avance doucement. On en a, je pense, pour 2 ans encore. Probablement qu'un autre projet sortira avant. Je suis en train de déposer un nouveau dossier là. Et moi, je travaille sur un roman graphique qui va raconter l'histoire de 4 femmes d'une quarantaine d'années qui plaquent leur boulot respectif pour ouvrir un bar à tisane, à bière, un bar librairie avec des cours de yoga qui va s'appeler Pisméné. Et c'est le nom du bar, ça part d'une blague de fin de soirée, et puis elles ouvrent ce bar qui s'appelle Pisméné après avoir touché un étage. Et l'album s'appellera Pisméné. Et il sortira chez Dargo, je sais pas, dans 1 an, je pense. C'est un besoin inavoué de changer de vie, peut-être? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'était, je sais pas, j'avais surtout envie de raconter une histoire d'une bande de femmes. J'ai beaucoup travaillé sur les ados, là, dernièrement, et là, j'avais plus envie de raconter
les histoires d'amitié, de sororité, une fois que les enfants sont un peu grands et qu'on reprend sa vie en main. Et donc c'était un peu, parce que c'est vrai que souvent d'ailleurs, qu'on ait des enfants ou pas, mais entre 25 et 40 ans, on est embarqué dans une vie professionnelle complètement où il faut aller toujours plus vite, il faut monter les échelons, etc. etc. Et puis il y a un moment vers 40 ans où on est un peu à bout de souffle, on se dit s'il y a quelque chose à faire, c'est le moment que jamais. Et voilà, j'avais envie de partir et de raconter cette histoire, et puis voilà, de suivre une bande de filles comme ça. Ça lance un peu débridé quand même. S'il n'y a pas de questions, je vous proposerai de clore là-dessus. Merci à vous d'avoir écouté et merci de venir.